Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio ce lundi 4 mai 2026. C'est un jour important parce que je reçois une très haute personnalité de l'actualité internationale. Beaucoup d'entre vous connaissent Vladimir Fedorovski, qui est un écrivain prolixe, grande production. S'il vous plaît, vous savez, le livre que je sors, Le Diable boiteux, 58e livre. 58e livre. Vladimir Fedorovski est un observateur. Je peux dire que je reçois Vladimir Fedorovski comme si j'avais reçu un haut diplomate britannique ou français dans les années 40-45. Vladimir Fedorovski a participé, a assisté à ce moment de l'histoire qui s'appelait la perestroïka, la glasnost, autour de Mikhaïl Gorbatchev, qui fut secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique et dernier chef d'État de l'Union soviétique jusqu'à décembre 91. Autour de lui, un personnage que Vladimir Fedorovski qualifie de diable boiteux, qui était le surnom que l'on donnait à Talleyrand, le sublime de la diplomatie française, à qui on disait vous avez trahi tout le monde. Il dit non, j'ai toujours servi la France. C'est un petit peu le vent qui tournait, mais moi j'ai toujours été fidèle à l'idéal de la France. Et c'est vrai que Talleyrand a joué un rôle essentiel au moment de la chute, d'abord sous la Révolution, au moment de la chute de l'Empire, pour sauver la France, et au Congrès de Vienne en 1814, alors qu'il représente la puissance vaincue, c'est lui qui organise le Congrès. Enfin, c'est du jamais vu. Donc nous avons Vladimir Fedorovski qui nous raconte cet épisode, cette histoire. On va y revenir, mais je tiens à dire que ce qui s'est passé là entre 1985, arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l'Union soviétique, son départ en 91, il y avait une opportunité formidable qui, si elle avait abouti, si la perestroïka et la glasnost avaient abouti, la face du monde, et c'est pas une supposition ni une estimation, la face du monde en eût été changée, et tous les drames que nous avons connus depuis 20 ans ne se seraient pas produits, ou en tout cas pas de cette façon, pas avec cette ampleur. Merci Vladimir Fedorovski d'être à l'antenne aujourd'hui avec nous sur Sud Radio pour la publication de votre 58e ouvrage. Vous êtes le plus, j'allais dire, le plus prolifique des écrivains européens. Le plus, en tout cas, j'ai un double origine, s'il vous plaît, à la fois russe et ukrainien. Et c'est vrai que mes livres sont traduits dans 58 pays, mais c'est un livre peut-être un des livres les plus importants que je fais, Le Diable boiteux. Un sous-titre un peu malin, ça s'appelle Le vrai magicien du Kremlin. On vous a raconté le match de Kremlin, mais c'était invention. Cette fois-ci, le vrai magicien du Kremlin, le diable boiteux, c'est lui, la fin du communisme. C'est lui, la liberté à l'Est. C'est lui, quand même, un des fossoyeurs de la guerre froide, s'il vous plaît. Et à l'époque, vous étiez gentil avec moi quand j'étais diplomate. Avec Gorbatchev, je les ai tous connus. J'ai connu Reagan, j'ai des bons rapports très étroits. Vous avez été au cœur du pouvoir à Moscou, au moment où tout ça se dessinait. Non, j'étais surtout... les Russes, ils disent que c'est une chance... il y a un poète russe, vous aimez les poètes dans votre titre russe, Pouchkine, etc., bien sûr, les écrivains. Bien sûr. Il y a un poète, Tchoutchev, c'est un des plus grands poètes de la Russie, il a dit c'est une chance de venir au monde dans les moments de rupture fatidique. Je ne pense pas entre nous. Entre nous, je pense tout le contraire. On ne se fâche pas avec un peuple qui a eu comme représentant Tolstoï, Pouchkine, Tchekhov, Dostoïevski. Voilà, c'est des instants de civilisation. Vous savez, et je parle pas de Tchaïkovski et des autres. Qui est le meilleur agent de Poutine? J'ai dit Tchaïkovski, Tolstoï et Dostoïevski, évidemment. Bref, le personnage est assez étonnant. Donc on parle d'Alexandre Yakovlev, Yakovlev, peu connu du grand public, sauf par les gens qui sont... Vous avez vu ce film Match de Kremlin? Mais ça, c'est l'invention. Tandis que ça, c'est le vrai. Bien sûr. Il a changé la face du monde. Le personnage assez étonnant avec... aussi l'aspect personnel. Dans le livre, il y a quand même, pour moi, c'est un pari exceptionnel, c'était le mien. Il a préféré rester au cœur du pouvoir, prendre le Kremlin au nom de la liberté et changer la face du monde avec ça. Vous savez, je considère que chaque écrivain a des hantises. Moi, j'ai une hantise de raconter la face cachée de l'histoire. Les secrets, les coulisses de l'histoire. Et historiquement, même les coulisses de l'amour, j'aime raconter les égéries, vous savez, les inspirateurs. Bien sûr. Et cette fois-ci, c'est le personnage qui volontairement ne voulait pas
s'avantager. C'est tout le contraire des nombrils d'aujourd'hui. Mais il a changé tant de choses. C'est un document humain. Et je pense que vous avez raison que la crise actuelle, c'est un document aussi qui donne la possibilité de déchiffrer la crise d'aujourd'hui. Je me souviens, vous savez, je suis étonné, j'ai sorti une sorte de testament spirituel de lui que je publie aussi, les secrets, les confidences, mais aussi ce testament où il a prédit la guerre en Europe, il a prédit l'évolution de l'élite européenne et les a appelés les pauvres morveux. Ils n'ont pas peur. Ils ont dit, les gens qui arrivent n'ont pas peur de la guerre. Lui, il était, pourquoi diable boiteux? Parce qu'il était blessé, il était failli être tué pendant la guerre, il a eu peur de la guerre. Les gens qui arrivent, ils n'ont pas peur de la guerre. Et puis, ça saute aux yeux. Maintenant, il y a un aspect, il a été très précis dans l'analyse. Il a dit, ce qui arrive, c'est l'approximation de l'analyse, à côté de la plaque. L'embrasement du monde que nous vivons. J'ai failli dire le théâtre d'absurde, j'ai failli dire les contes Andersen, le roi est nu. Comme vous le savez, tout ça, c'est quand même prédiction, mais c'était ce don prophétique. Et je suis touché, je ne vous cache pas, Perico, que vous avez parlé de Dostoïevski, parce que ça, Dostoïevski, il a quelque chose avec ce livre. Vous savez, dans la tradition russe, il y a quelque chose de particulier. Il y a les personnages qui changent le monde en restant en dehors de hiérarchie. Souvent, c'est les spirituels. Les Dostoïevski les appelait les vieux sages. Les vieux sages. Les vieux sages. Et Yakovlev, il était avec les dons prophétiques. Il était le vieux sage visionnaire, qui a tout prédit, mais surtout, qui a tout changé. En essayant d'utiliser, c'était un metteur en scène. Et vous avez si bien dit, l'acteur, la face visible, c'était Gorbatchev. Il ne faut pas sous-estimer. L'âme damnée, le père Joseph, il y a plein de formules, et c'était pourtant un diplomate lui aussi, et un communiste au départ convaincu, qui comprend que le régime, que la Russie ne se sauvera qu'en passant à une forme de social-démocratie. Vladimir Fedorovski, expliquez-nous ce qui s'est passé, pourquoi en termes vulgaires ça a foiré. Tout se présentait bien, les Russes étaient assez contents d'avoir cette évolution, cette démocratisation du régime. C'était une transition démocratique, un peu comme il y a eu en Espagne après la mort de Franco. Gorbatchev est un personnage sympathique, aimé par les Européens. Aujourd'hui, il est détesté en Russie, ce qui est incompréhensible. Le plus détesté, c'est quand même Yakovlev. Mais oui, c'est parce qu'on estime qu'il est... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Occident, le monde libre, les États-Unis, le G7, pourquoi on n'a pas aidé Gorbatchev à réussir de relever ce défi de la perestroïka, de faire cette transformation d'une Union soviétique qui serait devenue une démocratie sociale, j'allais dire, dans une Europe réunifiée et apaisée. Est-ce que la victoire de Gorbatchev, je vais vous poser une question simple, supposait un danger pour les États-Unis, qu'ils ont fait en sorte que ça capote? Et quand Gorbatchev allait voir au G7, il a dit, j'ai besoin de 40 milliards de dollars parce que je suis quasiment en faillite, entre autres à cause de Tchernobyl. Les Français et les Italiens disent, mais pourquoi pas? Et Washington dit non, c'est l'occasion de faire tomber le régime. Et c'est ce qui va se passer en 91. Le coup d'État manqué, et l'Union soviétique s'écroule, et on a l'alcoolique et le cidre à la place. Il faut que je vous dise quelques mots à propos de coup d'État, la face cachée de coup d'État que je raconte, mais tout d'abord... Pourquoi ça a foiré? Dites-moi d'abord. Ça a foiré, je vais vous dire. À l'époque, et ça revient à mes conversations avec plusieurs personnages de l'époque. Tout d'abord, il y avait les clivages à l'Occident. Détrompez-vous, les grands personnages de l'Occident de l'époque, je vous ai dit, même Reagan. Mais je ne vous parle pas de grands Américains. Je raconte les rencontres avec les grands Américains de l'époque. Peut-être le plus grand, c'était comme Yakovlev. Il y a quelqu'un qui est un peu oublié maintenant. Il a joué un rôle essentiel pendant la guerre froide. George Kennan, il s'appelait. Oui, le plus grand diplomate américain. Vous connaissez ça. Ça, c'est le télégramme inventeur. Du niveau de Kissinger et de Brzezinski, mais moins connu, voilà. Plus important, beaucoup plus important, entre nous, beaucoup plus important. C'est lui qui est inventeur de la théorie de l'endiguement. Il était une fois, si je vous raconte ça. Non, une autre fois. Mais je ne vais pas. Et on était trois. Comme d'habitude, je bois votre excellent thé. C'était Samovar avec. Puisque Samovar aussi, ça joue dans cette histoire. Et il nous dit avec Yakovlev, vous savez,
ce qu'ils ont fait à l'Occident, qu'ils n'ont pas associé la Russie à l'époque avec l'Occident, c'est la plus grande erreur depuis Jésus-Christ, il a dit. Depuis carrément. Christ. Carrément. Pourquoi? Mitterrand était pour. Bien sûr. Il y avait... Je ne parle pas de mon ami Chirac, il était aussi pour. Il y avait... John Major était pour aussi, l'anglais. John Major dans une moindre mesure. Mais il n'était pas contre. Ça, c'était une tendance des sages. Il y avait un grand Américain, un banquier, on peut oublier maintenant, il était secrétaire d'État à l'époque, Baker. Il a dit, on ne bouge pas, on associe, on crée le monde sans guerre. On arrive maintenant, je vous ai parlé théâtre d'absurde. Théâtre d'absurde, on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité avec la perspective de la crise énergétique. Je n'en parle pas de ça, avec les choses. Et à ce moment-là, il y avait une autre tendance. C'est une tendance à court terme. Ils ont dit, nous avons la chance, on a tué l'Union soviétique. C'est pas eux qui ont tué l'Union soviétique. C'est Yakovlev qui a tué l'Union soviétique au nom de la liberté, etc. On l'accusait d'avoir tué, évidemment. Évidemment. Mais à ce moment-là, une autre conversation, encore une fois, Samovar, Brzezinski, vous avez cité. Bien sûr, Zbigniew. Brzezinski, nous étions encore une fois 3 ou 4, il vient, il a dit jamais, en pensant, c'était juste après le putsch, il a dit jamais nous allons donner la possibilité de la Russie de dominer Eurasie. Voilà. Et eux, ils ont fait les choses. Et encore une fois, vous savez, Brzezinski, c'est les penseurs, mais il y a les gens de la façade. Et les gens de la façade, je vous ai parlé de Comte Andersen, Le Roi est nu. À l'époque, il y avait cet amateur des amours particuliers. Je rappelle ce conte, la petite fille dit Le Roi est nu, personne ne voit que le Roi est nu, et une petite fille qui dit Le Roi est nu, effectivement, il est nu. Personne ne voulait voir Clinton, à l'époque, il n'était pas... Ils ont dit, on a là les engagements. Je me souviens, il y a l'ambassadeur américain Mettler qui confirme, il y a les engagements de ne pas faire bouger l'OTAN du côté de l'Union soviétique après. Parce que vous savez que, quand même, je raconte, il y avait... Vladimir, on se retrouve dans quelques instants. Vous nous appelez, je dois m'adresser aux auditeurs. Appelez Vladimir Fedorovski via Emmanuel Galasso au 0826 300 300. Bien sûr que ce sujet vous tient à cœur. L'histoire de la Russie, les relations entre la Russie, l'Europe et la France, la perestroïka qui a échoué, la guerre, l'arrivée d'Elstine, Poutine, on est en plein dedans et on a un témoin exceptionnel qui est Vladimir Fedorovski, qui a vécu et vu en direct, au contact de ces acteurs, de cet instant essentiel de l'histoire de l'Europe du 21e siècle et du monde en général. Il est avec nous, vous pouvez l'appeler au 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Perico Légas. Il est 13h19, vous êtes sur Sud Radio, je reçois Vladimir Fedorovski en chair et en os. Voilà, il est rare et précieux. C'est un témoin de l'histoire, comme on en a rarement sur nos plateaux. Et évidemment, comme on voit souvent, et Vladimir est souvent sur les antennes parce qu'on a besoin de son témoignage, il écrit des livres, mais c'est vraiment une personnalité historique importante qui nous décrypte aujourd'hui ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé avec cet échec de la perestroïka. Le livre s'appelle Le diable boiteux au Kremlin. Il s'agit d'Alexandre Yakovlev, qui était un des principaux conseillers de Mikhail Gorbatchev, et surtout le penseur, le concepteur de la perestroïka. Magicien du Kremlin. Magicien du Kremlin. Mais Perico, je tiens à vous corriger un tout petit peu, si vous me permettez. Bien sûr. Ça marche pas du tout parce que j'étais témoin de l'histoire. Les autres, ils ont fait l'enquête. On dit que ça marche sur YouTube et ailleurs parce que j'ai l'accent. Voilà, mais enfin, vous étiez quand même en première ligne. Vous les avez côtoyés les uns et les autres. Vous avez même rencontré Poutine que vous connaissez. Donc vous avez une vision globale de ce moment de l'histoire, depuis 85 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu cette tragédie se mettre en place, ce gâchis innommable aujourd'hui, corrompre, je vais dire, l'espoir qu'avait suscité ce changement de régime avec la perestroïka. Je vous demandais tout à l'heure comment ça a foiré. Vous étiez en train de nous expliquer. Oui, il y avait en Occident des visionnaires qui étaient d'accord pour que la Russie s'en sorte, mais attention, la crainte des États-Unis était quand même un rapprochement entre l'ancienne URSS et la nouvelle Europe.
et l'Union européenne et l'Allemagne, et surtout l'Allemagne, constituent une entité qui, là, pour le coup, aurait mis en péril l'hégémonie américaine auquel le président Trump tient tellement. Aujourd'hui, d'ailleurs, les États-Unis s'éloignent. Et là, on aurait pu l'empêcher si la Russie et l'Europe s'étaient rapprochées. Absolument. Et puis, vous savez, il y avait un coup de bol aussi, parfois, parce que je regarde, je vous dis, je compare la situation dangereuse maintenant, c'est irrationnel avec les comptes Anderson, mais parfois le hasard. Vous savez, quand j'étais porte-parole des antiputschistes, vous vous souvenez, 91, contre nous, il y avait 700 000 hommes. Je me souviens. On rappelle, la vieille garde du Parti communiste profite d'un séjour de Gorbatchev en Crimée. Ils essaient de reprendre le pouvoir. En venir de ça, je raconte moi la face cachée, je vais vous dire. À l'époque, c'est la femme qui a joué un rôle. C'était Raïssa, bien sûr, mais d'autres, la femme de Gorbatchev. Mais il y avait une femme... Le 19 août, il allume la télévision, elle regarde, il y a les chars dans la rue, elle était avec la béquille. Les chars à Moscou, devant la Maison Blanche, le Parlement de la Russie. Le Parlement de la Russie, on était... J'ai pensé qu'on a terminé, parce qu'on était un millier de personnes même à l'époque. Mitterrand l'a cru, puisqu'il a envoyé une lettre évidemment, à Yevgeny. pas Chirac qui est venu, monsieur moi. Et, à l'époque, elle vient, cette dame-là, un geste historique, je vous raconte la face cachée. Elle vient, c'était la femme du ministre de la Défense, elle boite, une jolie femme, 50 ans, elle vient dans son bureau, elle met la béquille, vieux connard! Le ministre de la Défense qui était un des putschistes, on est d'accord. Le principal putschiste. De Gorbatchev, qui l'avait trahi. Si tu tires sur la foule, c'est terminé entre nous. Vous voyez cette phrase? Ah oui. Et c'était un couple fusionnel, elle a dit, ma petite, ne t'inquiète pas, les chars sont dans la rue, mais ils sont sans munitions. Et nous l'avons su, et c'est comme ça que le communisme, en dehors du rôle historique, ce qu'on a fait, ce qu'a fait Yakovlev, la liberté de la presse, l'alliance historique avec l'Occident, mais il y avait un coup de bol. Quand Boris Eltsine monte sur le char, en disant mais quel courage, un peu comme ce manifestant seul sur la place Tiananmen qui s'oppose au char, qu'on n'a jamais su qui c'était avec son sac. En fait, vous dites Boris Eltsine savait qu'il n'y avait pas d'armes. Quelques minutes avant, je lui ai transmis ça. Et c'est là où c'est vous qui transmettez à Boris Eltsine l'information. Les chars sont sans munitions. Et c'est là où le destin bascule. C'est absolument. Mais après les putschistes, il y avait la télé, on a dit souvent la télé, les putschistes, quand ils ont fait la conférence, c'est un hasard aussi. Le chef des putschistes, quand on montre la télé, sa main tremble. Oui. Et tout le monde a vu que la main tremble. Alors ils ont dit c'est pas le vrai putsch, c'était terminé en quelques heures. À ce moment-là, on aurait pu construire le monde sans guerre. Oui. Et on s'enfonçait après la Yougoslavie, l'Irak, la Libye, et ça, l'Afghanistan, et puis le conflit qui me déchire, la tragédie de maintenant. On ne sait pas comment ça peut se terminer, tout ça, c'est une grande tragédie. Mais pourquoi je publie ce livre, Le diable boiteux? Parce que, vous savez, dans ces dernières paroles, il y a deux visions que j'ai eues. Je viens voir Mitterrand au moment, avant sa mort. Il me retient, dernière phrase de Mitterrand, Vladimir, la perestroïka n'appartient pas au passé, elle appartient à l'avenir. Pourquoi? Parce que il dit alternative à ce que vous avez proposé, le monde sans guerre, l'équilibre des intérêts, pas l'équilibre des forces, c'est la guerre mondiale. Et finalement, c'est ça ce que on a proposé avec la Charte de Paris, avec la Maison commune, c'est ces idées que je raconte ont été à l'origine les idées de Yakovlev, de mon diable boiteux. Tout ça, ça aurait pu terminer bien autrement, mais hélas, on arrive à un moment peu fatidique où maintenant, c'est pas seulement la crise, détrompez-vous, on parle souvent que si ça continue, c'est la crise énergétique sans précédent, mais c'est surtout que si ça continue, on va tout droit, et ça il a prédit, tout droit vers l'apocalypse. Alors, chute de Gorbatchev, dissolution de l'URSS, de l'Union soviétique, arrivée de Boris Eltsine au pouvoir, marionnette des Américains, immixtion des intérêts américains à Moscou à l'époque avec des représentants de la CIA, Boris Eltsine corrompu, régime totalement débauché, et
Boris Eltsine enfante Vladimir Poutine, qui lui fait acte de nationalisme. La fierté russe, on n'est pas la marionnette des Américains. Pour autant, est-ce que vous pouvez me certifier, Vladimir Fedorovski, aujourd'hui, à cette antenne, hors polémique, vous me donnerez votre conviction. Est-ce que, oui ou non, au départ, Vladimir Poutine, patron de la Russie, de la Fédération de Russie, tend la main à l'Europe, à l'Occident, aux Américains pour trouver un accord? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Évidemment, mais vous vous souvenez, le 11 septembre... C'est grave ce que vous dites. Et le téléphone... C'est grave ce que vous dites. Attendez, je vais vous raconter la vraie histoire. Une petite chose. Une petite, si on me permettez, une petite, comme dit, nuance. Parce que je veux que vous me répondiez à ça. Nuance. Ce que vous dites que Poutine, il a, cette fois-ci, Poutine était en quelque sorte aussi un homme de l'ombre à l'époque. Il était choisi. C'est un colonel du KGB. Évidemment, il était choisi. Vous savez, c'est un grand cabotin. Aussi, comme les cabotins d'aujourd'hui, il s'est déguisé dans le plus faible, dans le plus béni. Oui, à l'époque. Il a joué au nid. Et Eltsine, il a choisi une marionnette. Il y a des personnages de l'histoire qui ont joué à ce jeu. Marionnette, mais le problème, c'est qu'après, il est devenu marionnettiste. Il jette le masque. Le marionnettiste. Donc, répondez à ma question. Évidemment, c'est non seulement à Poutine, à l'époque, quand on s'est vu avec Sobchak, qui était maire de Saint-Pétersbourg, il était son adjoint à l'époque de Sobchak, Poutine, il était vraiment... son hantise, c'était l'alliance avec l'Allemagne. Il voulait l'échange technologique avec l'Allemagne, il voulait la force, je suis très francophile, la force de la civilisation française, et aussi quand même le potentiel historique de la Russie, Tolstoï, Dostoïevski, mais surtout hydrocarbures. Helmut Kohl et Angela Merkel tenaient tout autant l'alliance avec la Russie, bien sûr. Hydrocarbures, vous savez, maintenant ça saute aux yeux avec cette crise, parce que, vous savez, ça compte... Donc pourquoi l'ami, celui qui voulait créer des liens, une amitié, qui s'étonne que l'OTAN vienne faire acte de présence, alors que Poutine leur dit, mais on n'est plus ennemis, le mur est tombé, voilà, on va essayer de travailler ensemble. Pourquoi on en arrive aujourd'hui au conflit ukrainien? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Poutine est devenu fou et qu'il a voulu reconstituer son empire, comme certains le disent, du temps de la Grande Catherine, ou est-ce qu'on l'a poussé à l'erreur en lui faisant croire que s'il n'attaque pas l'Ukraine, il va être en danger? Quel est le scénario crédible dans cette situation? Vous savez, je vais vous dire, je voudrais éviter les contes Andersen qu'on vous raconte partout à propos de ça. Il faut comprendre, et ça, c'est dans Le Diable boiteux, je le cite, soit on prend en compte les intérêts de sécurité réciproques, on équilibre des intérêts. Soit on nie, on dit que tout le monde a ce droit de sécurité, l'Israël, les États-Unis, éventuellement l'Europe, mais pas les Russies. L'équilibre des intérêts, c'était intérêt. Vous savez, moi j'étais présent quand Baker a dit à Yakovlev, à Gorbatchev, que nous n'allons pas bouger l'OTAN d'un pouce. Mais ça a continué à bouger, tout le temps, contre les négations. Pourquoi Parce que la phrase que je cite dans le livre des Américains, je parle de Brzezinski, jamais on ne peut pas permettre à la Russie de se relever et dominer Eurasie, c'est la phrase clé qui nous a été dite comme les plus occidentaux. Aux États-Unis, ça a été les néoconservateurs. Une entité politique qui considère que la Russie sera toujours un ennemi à abattre parce qu'elle représente un danger, quel que soit le régime. Et ça, c'était à un tel point... C'était très grave historiquement très grave. Vous êtes catégorique là-dessus ou non? Je tiens à vous dire, vous comprenez? Oui. À mon époque, 80% des Russes ont été pro-occidentaux. Aujourd'hui, 5%. Vous savez, pourquoi? Parce que ils ont pensé qu'en faisant la perestroïka, tout ça, et en anantissant l'Union soviétique, ils voulaient tuer le communisme. Les Russes aujourd'hui disent non. Ils voulaient tuer la Russie. Et ça, c'est ce qui est perçu. Poutine a exprimé, il joue là-dessus. Évidemment, il ne faut pas dire, j'ai fait 6 livres sur lui, c'est pas un enfant de cœur, il manipule aussi l'opinion publique, il y a un côté propagandiste aussi, mais ici aussi, il y a une réalité de l'opinion publique, d'où je parle avec beaucoup de gravité, mon souci aujourd'hui. Tout le monde est dos au mur. Reagan,
il n'était pas dos au mur. Trump est dos au mur, détrompez-vous, avec les erreurs d'analyse sur ce qui se passe en Iran, etc. Je n'ai pas le temps de vous raconter. Les Européennes, avec ce qui se passe, vous connaissez mieux que moi, les Ukrainiens, les Russes, aussi dos au mur. Et ça, c'est une situation hyper dangereuse, d'où mon souci de ne pas tuer la diplomatie et revenir à notre grande époque, quand la diplomatie était la première. Je suis avec Vladimir Fedorovski en direct sur Sud Radio. Instant historique parce que Vladimir Fedorovski livre son cœur. Moi, je lui pose des questions à bâton rompu auxquelles il répond fermement et de façon claire et précise. Vous nous appelez au 0826 300 300. Cette tragédie russe qui dure depuis longtemps, cette guerre russo-ukrainienne qui n'en finit pas. Moi, j'avais titré cette émission, malgré le tyran Poutine, la France continue à aimer la Russie. Quel est votre avis? Est-ce que c'est toute la Russie qu'il faut rejeter? Est-ce que vous vous sentez menacé par la Russie? Comme le dit certains chefs d'état-major français, il faudra préparer nos enfants à nous battre, les Russes vont attaquer. Ou est-ce que vous considérez que c'est une manipulation? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir de paix? Et est-ce qu'on pourra un jour envisager, comme l'avait dit le général de Gaulle, une Europe de l'Atlantique à l'Oural, dans une Europe pacifiée et apaisée? Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra votre appel et Vladimir Fedorovski se fera un honneur d'éclairer vos doutes ou vos convictions. Perico Légas. Il est 13h34, je reçois Vladimir Fedorovski, discussion, je me permets de dire qu'elle est historique parce que Vladimir Fedorovski incarne un moment de l'histoire, de notre histoire occidentale, de l'histoire mondiale, la perestroïka, Gorbatchev, Helsinki, Poutine et aujourd'hui cette guerre. En fait, c'est une continuité historique. Vladimir Fedorovski a été au cœur de ce théâtre, il les a côtoyés, il les a entendus, il les a écoutés, il a porté une partie de la perestroïka sur ses épaules, il en a porté la bonne parole au monde occidental. Est-ce qu'on vous a écouté, Vladimir, ou pas assez? On a Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Emmanuel, vous avez des origines russes. Bonjour non, Emmanuel. Écoutez, pas réellement d'origine russe, mais en fait, l'amitié entre la France et la Russie est inscrite dans ma famille maternelle, qui était une famille de militaires depuis des générations. Et par exemple, mon arrière-grand-père maternel était attaché militaire auprès du tsar, et ma grand-mère s'est appelée Nicole à cause de Nicolas II. Voilà. Donc pour vous dire que, alors on n'oublie pas tout cela. Hein. Moi, j'ai entendu ma grand-mère très souvent parler des Russes. C'était très. Moi-même, j'ai commencé à apprendre le russe quand j'étais en terminale parce que je trouvais cette langue magnifique. Et puis les grands auteurs russes, enfin bon, la littérature, et tout français, un tout petit peu cultivé, c'est tout ce qu'on doit en matière de littérature aux Russes. Nonobstant, on est quand même catastrophé, si vous voulez, de voir Poutine et sa bande d'oligarques. Bien sûr. Quelle catastrophe, mais quelle catastrophe. Autant pour la Russie que pour l'Ukraine, mais tout ça est d'une telle stupidité que c'est affligeant. On se dit que Poutine n'est pas un vrai Russe, sinon il aurait peut-être été plus intelligent. Voilà. Vladimir Fedorovski, est-ce que vous pensez, et on sent en interprétant la déclaration, ces mots d'amour d'Emmanuel qui nous appelle de Suresnes avec ses origines russes et qui pourtant est 100% français, est-ce qu'on peut un jour envisager une évolution de ce régime? Poutine n'est pas éternel. Est-ce qu'il pourrait y avoir une deuxième perestroïka, peut-être différente en Russie, et voir un apaisement institutionnel dans cette grande nation qui lui permet d'avoir des institutions démocratiques et un apaisement avec le reste de l'Occident où ça va être très difficile? Moi, je suis persuadé que les écumes du jour passent. Les intérêts nationaux restent. Et je dois vous dire que dans cette intervention, comme je suis francophile, je suis très touché par cette intervention, parce que, encore une fois, on parle pas des écumes du jour immédiates, on parle de l'histoire longue, comme disait Brodel. Et l'histoire longue, c'est mon pari. Moi, je trouve que Tolstoï, Dostoïevski, Tchaïkovski, c'est beaucoup plus important que l'écume du jour, et je suis certain que les intérêts nationaux vont primer. Et ça, c'est la vision dont vous parlez, la vision dont parle votre auditeur. Emmanuel de Suresnes. Emmanuel, que je salue cordialement. Mais, vous savez, en attendant, quand même, on vit des choses très difficiles. Quand vous avez parlé des problèmes qui existent aujourd'hui,
dans l'immédiat, dans le contexte de la crise iranienne, ont plus que jamais la Russie est jetée dans les bras de la Chine. Il y aura une visite dans quelques jours de Poutine en Chine, ça va souligner. Il y a la perspective de doublage de livraison de gaz et de pétrole vers la Chine. Tout ça, c'est l'effet. La Russie, mon souci, comme je suis francophile, que la Russie aujourd'hui, même sur le plan énergétique, n'a plus besoin de livrer le gaz et le pétrole à l'Europe. Elle s'oriente vers l'Asie. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Mais ça, c'est notre destin. Notre pari avec Emmanuel et moi, nous parions dans la réalité sur la Russie éternelle et sur les tendances longues, notamment sur Tolstoï, Dostoïevski, et surtout, malgré l'interdiction à l'antenne de certaines radios, Tchaïkovski qui reste le compositeur le plus, vous savez, écoutez aujourd'hui, le plus produit dans le monde. Tchaïkovski, qui est d'ailleurs, comme moi, d'origine ukrainienne. Bien sûr. Est-ce que on peut considérer, on connaît les facéties du président Donald Trump, ses excès verbaux, ses incohérences, j'allais dire ses humeurs, ce personnage fantasque. Est-ce que quand il dit, et on disait, mon obsession est d'empêcher un rapprochement entre la Chine et la Russie. Je ne veux pas jeter Poutine dans les bras de Xi Jinping. C'est pour ça que quelque part je le ménage et que j'essaie de trouver une solution à l'amiable entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que cet instant a pu être vrai? J'ai relu avant d'arriver, vous savez, le livre de Trump, L'art de deal. Trump, c'est vrai qu'il dit tout et son contraire, mais il y a les constantes. Et les constantes qu'il veut quand même construire son nouveau monde où il y aura plus de rapports avec la Russie. Et ça, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, ça ne donne rien. Le rapprochement, son hantise, c'est d'essayer de décrocher la Russie. Est-ce que c'est un vrai danger? Si vraiment, elle est déjà entamée. Pour l'instant, tout le contraire se passe. Et la plus grande erreur qu'on a fait depuis la crise, qu'on a jeté dans la réalité, on a jeté la Russie dans les bras de la Chine. Parce que les Russes, c'est l'aigle bicéphale. Ils ne voulaient pas réorientation totale de la Russie vers l'Asie. Et aujourd'hui, c'est le message de quelqu'un que je cite souvent, c'est le tsar Ivan le Terrible. Il a dit, avec l'Europe, il n'y a rien à faire. Nous sommes trop grands pour eux, ce sera toujours une sorte d'adversité, il faut réorienter la Russie vers l'Asie. C'est mon désarroi. Quelle fatalité. Donc le rêve de l'Atlantique à l'oral du général de Gaulle est encore entièrement à créer et à mettre en place. Nous avons Sophie qui nous appelle de Biarritz. Sophie, vous considérez-vous... Bonjour Sophie, merci d'être à l'antenne. Vous nuancez la situation, vous dites Poutine est autoritaire, mais ce n'est pas un tyran. Pourtant, il y a quelques éléments qui sont assez accablants pour lui. Alors écoutez, bonjour, je suis ravie d'intervenir parce que j'aime tellement la Russie. C'est un peuple extraordinaire, un pays magnifique, une culture extraordinaire. Monsieur Perico-Légas, est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot tyran? Pour moi, les tyrans sont en Iran. Ils ne sont pas en Russie. Monsieur Poutine n'est pas un tyran, c'est un pouvoir autoritaire, mais c'est un homme qui aime passionnément son pays. L'œuvre de monsieur Fedorovski est extraordinaire parce qu'il est à la fois francophile et il aime son pays comme je crois qu'un Français n'aimera la France. Bien sûr, Sophie, je me permets de vous dire, il a quand même muselé l'opposition, la presse est sous contrôle, il y a des gens en prison, il y a des gens qui ont été éliminés. Alors, le tyran absolu, oui, ce n'est pas Mao Tse-tung, je suis d'accord, ni Pinochet, mais il y a quand même un autoritarisme qui passe quelquefois les limites, j'allais dire, de la légalité, vous devez en convenir. Donc, l'histoire jugera, mais aujourd'hui on pend des gamins de 25 ans en Iran, je ne pense pas que ça se passe à Moscou de la même façon. Vous comprenez la nuance? Tout à fait, tout ça, voilà, ce sont des précisions qui s'imposent. Je crois que là, on fait une erreur historique parce que, en fait, les États-Unis et la Russie, un jour, deviendront complices et ce sera l'Europe qui en paiera les frais. Voilà ce qui me fait très très peur et je crois qu'on fait une erreur historique en ne comprenant pas ce qui se passe aussi en Ukraine. Vladimir, Sophie ne craint pas tant une union entre Moscou et Pékin qu'un jour un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, ce qui est un petit peu le souhait de
de Trump et qui a été à un moment donné aussi une vision de Poutine. Et là, on serait vraiment entre le marteau et l'enclume. Bien sûr, mais vous savez que Merci, Sophie, pour votre cette dernière idée de Sophie sur la nécessité d'avoir des contacts entre l'Europe et la Russie, franchement, je suis le premier à le dire. Le président Macron le dit, le premier ministre belge maintenant, il le dit parce que il y a l'aspect tout à fait pratique. J'étais mêlé à des contacts au pire moment de la guerre froide. Je dois vous dire que pourquoi on a évité, on n'est pas tombé dans l'abîme, on était parfois près de l'abîme, mais on n'est pas tombé dans l'abîme. Pourquoi? Parce qu'on a eu des contacts, on a eu cette responsabilité et on a eu peur de la guerre. Et je pense que Sophie, elle a raison de poser le problème avec le problème très grave pour nous tous, que quand même ces contacts, ils doivent primer par rapport, disons, à ce mélange de genres auquel on assiste. Parce que pendant la guerre froide, il y avait la distinction entre la propagande et la politique réelle. Aujourd'hui, il y a tellement de mélange de genres que ça m'effraie. Et c'est pour ça que je reviens sur ce message de mon diable boiteux, Yakovlev. Il a dit pas d'approximation dans l'analyse et surtout ne tuez pas la diplomatie. Yakovlev était un visionnaire, bien entendu. Si tout s'était passé comme il avait prévu, à quoi assisterions-nous aujourd'hui? Il y aurait eu un apaisement. L'Union soviétique, donc la Russie, alors est-ce que ce serait resté l'Union soviétique ou est-ce qu'il y aurait eu cette fragmentation, mais serait devenu, j'allais dire, une démocratie. Lui disait fallait jouer la carte social-démocrate. Gorbatchev a dit lui-même avant de mourir, voilà, on a notre vision, c'était de faire une social-démocratie compatible. Yakovlev était plus radical pour nous. Il pensait qu'il faut sortir du système. C'était un libéral, économiquement parlant. Libéral dans le sens plus nuancé de terme, parce que le terme libéral nous vire vers les gens du genre des néoconservateurs, ce qui était tout le contraire de Yakovlev. Il était beaucoup plus lucide que l'équilibre des intérêts d'une part et d'autre part, vous savez, ces gens-là dont je parle, pourquoi c'est un grand désarroi pour moi? Ils ont été profondément ancrés dans la civilisation européenne. Bien sûr. Il y a cette affinité qui saute aux yeux. Et tôt ou tard, ça c'est mon pari dans les réalités, tôt ou tard on va revenir, mais hélas, dans les semaines qui viennent, on va vivre quelque chose de très dangereux parce que l'évolution, à mon sens, est plus dangereux qu'on le pense. Vladimir Fedorovski, merci d'avoir été là. Le dernier quart d'heure qui suit est celui de ceux qui nous appellent, mais ils peuvent continuer à nous appeler sur la thématique de votre livre. Est-ce que vous restez avec nous pour continuer à débattre? Je suis tellement content d'être avec vos auditeurs que je salue cordialement, que je reste évidemment. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez nous poser des questions sur la totalité de l'émission, sur Sud Radio, sur l'actualité. Et vous avez la chance d'avoir ici en studio, un des observateurs et un des commentateurs les plus pertinents de l'histoire de notre 21e siècle. À tout de suite sur Sud Radio. Collégas. Vous êtes bien sûr Sud Radio en ce lundi 4 mai 2026. Il est 13h48 et nous discutons avec ceux qui nous appellent. Vous êtes à l'écoute. Vous pouvez appeler quand vous voulez au 0826 300 300. Voilà, c'est vous qui prenez possession de l'émission quasiment. Vladimir Fedorovski est resté en studio parce qu'il est compétent pour parler de tout. C'est un diplomate international. Voilà, il est habilité et sa connaissance politique et sa culture historique et politique est telle qu'il va pouvoir participer avec nous à cet échange. J'ai Olivier qui m'appelle de Melun. Bonjour Olivier. Monsieur, bonjour Périgaud. Ouais. Vous avez un doute sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on va faire, on va entendre Jean-Luc Mélenchon déclarer sa candidature à la présidence de la République. Je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. Nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde. Nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat. Et puis nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous. Alors, face à tout ça, eh bien, ça ne s'improvise pas. Olivier, voilà la déclaration. Vous êtes plutôt rassuré ou plutôt j'allais dire sceptique sur la candidature de Mélenchon?
Alors, je suis pas sceptique sur sa candidature. C'est clair, il va y aller, mais on le sait depuis le début. Je suis effrayé par le fait qu'il puisse un jour être président, et c'est pas impossible. Et surtout, je voulais dire, moi je suis vieux, j'ai pas loin de 60 ans, ça fait longtemps que je suis les hommes politiques. Mélenchon a toujours été un tribun hors pair. Pour la première fois de ma vie, et sur l'intervention qu'il a fait à la télévision hier, ou avant-hier, je sais plus, et sur le dernier discours que j'ai entendu, qui avait été retransmis, que j'ai vu sur Internet, je l'ai trouvé fatigué. Ce n'est plus fluide. La succession des idées. Moi, ce garçon peut me prendre à un point. 5 minutes plus tard, il me fait penser l'inverse. Jusqu'à présent, je me rendais pas compte du tour de passe-passe. Là, c'est besogneux, c'est pesant. J'ai trouvé que les 3 raisons pour lesquelles il se présentait, dans l'absolu, sont pas fausses. Mais la façon dont il a de les présenter, c'était clairement, je pourrais rien y faire. Les États-Unis rentrent en guerre. Le monde va nous faire la guerre. Nous n'avons plus de ressources naturelles. En Europe, en tout cas. Du coup, ça crée une crise économique locale. Et par-dessus tout ça, on a le bioglobe qui explose avec le réchauffement climatique. D'habitude, il m'aurait emmené là-dedans en me faisant penser que c'était le mec qui pouvait sauver carrément le monde plus que la France. Là, rien. Je vais demander son avis à Vladimir Fedorovski. Est-ce que la 4e candidature de Jean-Luc Mélenchon, vous parlez en tant qu'observateur, en tant que diplomate, le contenu de son propos, on a l'impression de vous entendre. On va à la guerre, on va à la catastrophe, il y aura un problème énergétique, problème de climat. Est-ce qu'il pose en tout cas les bons problèmes ? Le problème de la guerre, il a raison. Parce que moi, je suis persuadé que le moment est très dangereux. En revanche, je suis assez d'accord avec votre auditeur parce que cette évolution du monde qui est hyper dangereuse, elle pose un problème très grave. Évidemment, l'âge, c'est pas la garantie du succès. Pourtant, on a vu que les jeunes, c'est pas non plus le succès. Voilà, c'est pas ça, mais quand même. On a payé, hein. On a payé, mais le problème, c'est que maintenant, ce qui dégage les paroles pertinentes de votre auditeur, c'est que le monde aujourd'hui, on entre dans la période la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Et alors, on doit être à la hauteur. Je pense que aujourd'hui, sur le fond, la relève de l'élite, notamment à l'Europe, est à l'ordre du jour, et il faut être au niveau des enjeux. Nous sommes en ligne avec Jovan, qui nous appelle de Chilly-Mazarin. Alors vous, Jovan, vous croyez, vous êtes un adhérent LFI, bien sûr, vous pensez que Mélenchon est encore le bon candidat que la France insoumise devait désigner? Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur Perico, bonjour monsieur Fedorovski, et bonjour à votre auditeur. Enfin, moi, je pense que qui d'autre que lui pourrait être l'homme de la situation, quand on voit la situation compliquée dans laquelle on est d'un point de vue international. Sur le plan économique, en France, c'est catastrophique. On l'a vu avec ces années Macron. Plus de 3 000 milliards de déficit. On a vu à peu près où allait l'argent. Maintenant, on a les tenants aboutissants. On a toutes les données du problème, elles sont entre nos mains. Et il faut agir. Et il a des clés, il a un programme qui est quasiment clé en main et qui est financé entièrement. Pour vous, c'est un homme d'État. Pour vous, c'est un homme d'État qui aujourd'hui a les moyens et la vision pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Exactement. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le seul. Dites-moi quelqu'un de plus cultivé qui peut faire face à des situations pareilles aujourd'hui en France et qui aura les épaules pour faire face à des hommes comme, comme Netanyahou, comme vous savez, Jovan, je fais partie de ceux qui ont considéré un certain temps que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon était celui qui, autant Chevènement n'avait pas réussi, ou Philippe Séguin, un républicain, un patriote qui avait une vision sur la laïcité, sur la France. Et puis il y a une évolution que vous connaissez, en lien avec justement avec le monde musulman, avec l'islam, avec l'immigration. On a vu les élections. Il y a eu des déclarations très maladroites sur Gaza. Est-ce que vous pensez pas que Jean-Luc Mélenchon, dans ses compétences, dans son expérience, dans sa capacité d'homme d'État, est un petit peu, j'allais dire, perturbé par des considérations qui sont difficilement compatibles avec l'intérêt de la République? Pas du tout, c'est dans l'intérêt de la République de défendre tout ce qui se passe dans le monde à l'international. Quand on voit en direct un crime de guerre se passer sous nos yeux, on se doit, nous, France, de le dénoncer. Ça fait partie de notre
notre culture et de notre ADN, entre guillemets. Et il l'a fait depuis le début, d'une manière peut-être, comme vous dites, maladroite, ok, mais aujourd'hui le droit international nous donne raison depuis le début. Et la Nouvelle-France, c'est un petit peu la vôtre aussi, ou est-ce qu'on a mal compris, ou est-ce qu'il s'est mal exprimé ? Pour moi, il s'est bien exprimé. Il y a eu beaucoup de déformations dans les médias et dans certains médias qui sont contre Mélenchon. La Nouvelle-France, c'est tout simplement les Français d'aujourd'hui qui se lèvent et qui ont d'autres valeurs que les Français d'hier et qui feront qu'un. Et c'est ça la France, c'est l'union de toutes les Frances. Jovan, vous pensez sincèrement et sérieusement que Mélenchon a sa chance de battre au deuxième tour le candidat qui sera celui de la droite, RN ou autre ? En tout cas, face à Bardella ou à Marine Le Pen, vous pensez que 51%, 50 et quelques % des Français peuvent lui faire confiance malgré toutes les polémiques et tous les malentendus. Je présente ça avec beaucoup de diplomatie, parce que je suis en présence d'un diplomate. Vous pensez qu'il a vraiment ses chances au deuxième tour en 2027 ? Entièrement. Bon, mais écoutez, non, mais vous êtes sûr de vos convictions et c'est très bien. Et sur cette antenne, vous aurez toujours la parole. Vladimir Fedorovski, est-ce que d'abord, il n'y a pas d'autre alternative qu'une confrontation entre le Front National ? Je voudrais éviter de parler de deuxième tour avant l'heure. Bien sûr. Vous comprenez, on a encore les choses, mais ce qui dégage des paroles de vos auditeurs, que la France a besoin aussi de vrais débats sur le plan international, sur les problèmes énergétiques. Et ça, c'est la France vit des choses difficiles. Ce qui nous attend, c'est des choses difficiles. Et je pense que le débat, la France que j'aime, elle était toujours propre à ça, que le vrai débat peut surgir à l'occasion des élections. Vladimir Fedorovski, merci d'avoir été sur Sud Radio pour Le Diable Boiteux, qui paraît aux éditions Ballant le 14 mai. Le Diable Boiteux, c'est ce personnage mal connu, mais qui a été au cœur de cette grande initiative politique qui était la perestroïka, la glasnost. En une seconde, est-ce qu'il y a encore un espoir en Russie d'avoir un parti tel que Gorbatchev et Yakovlev l'ont porté ? En trois mots. Bien entendu. Bon. La Russie, c'est une erreur, c'est d'associer le peuple russe et Poutine. Il y a les perspectives de ça, et je vise sur l'histoire longue. Mon magicien du Kremlin, Yakovlev, il l'a prouvé dans le contexte beaucoup plus difficile. C'était le régime totalitaire, c'était la vraie dictature, et on a sorti de cela sans effusion du sang, avec les perspectives de la paix. Et la paix, on a besoin plus que jamais. Bolshoï Spasiba. Merci beaucoup. Merci. Vladimir Fedorovski d'avoir été sur Sud Radio. Et je vous laisse avec Brigitte Lahaye qui va nous parler de considérations beaucoup plus attendrissantes. À demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles informations. Merci à tous.